Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut à tous et bienvenue sur Money Tree. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut. Salut Thibaut. Salut Julien, merci de me recevoir. Comment tu vas aujourd'hui ? Bah écoute, ça va très très bien. Et merci de m'accueillir dans ce magnifique studio. Avec plaisir Thibaut, ça me fait plaisir de t'accueillir. On va évidemment parler de nos relations, de ce qu'on fait ensemble, etc. avec Artae Immobilier. Je mets un petit jingle parce que c'est la première fois qu'on tourne sur ce magnifique studio. Et je teste le matos, tu vois. Ah ouais, c'est cool. Un petit jingle, Il faut. préenregistré. Pas mal, hein ? Très très Pas bon. mal. Je peux même faire applaudir les gens. Vas-y. Allez, comme Thierry Ardisson. Comment il fait Thierry Ardisson ? Je sais pas. Comment il fait ? Comme ça, je crois. Ouais, comme c'est Nagui, non, qui fait ça ? Attends. Je le refais. Putain, j'aime Ah, trop Thierry Ardisson. c'est bien. Ça, ok. Bon, Thibaut, on va parler des choses sérieuses. Là, on s'est un peu amusé. On va parler de choses sérieuses. On va parler de financement aujourd'hui. Donc déjà, ce qui serait cool, c'est que j'explique un peu à tout le monde, ou on explique à tout le monde qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce qui nous lie au quotidien aussi. Carrément. Donc, je te laisse te présenter peut-être. Ouais, puis ça après, marche. on enchaîne sur le financement. Très bien. Donc, je m'appelle Thibaut Aimé, j'ai 37 ans, bientôt 38. Je suis marié, j'ai un enfant et j'habite dans une région limitrophe à la tienne, Julien. Du coup, on est un département qui est relativement proche. Alors, pourquoi aujourd'hui je suis là avec toi pour parler de financement ? On avait déjà fait un épisode il y a quasiment un an maintenant sur ce sujet-là. C'est important de revenir dessus parce que il y a beaucoup de nos auditeurs sur Money Tree qui attendent ça aussi. Il y a des choses qui sont en train de changer. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, moi, qui je suis ? À la base, je viens pas du tout ni de la banque, ni de l'investissement immobilier. J'étais joueur de tennis professionnel entre 2007 et 2010, où j'ai vécu en Floride, en fait, par rapport à ça. Donc, c'est le seul pays au monde qui m'a permis d'allier tennis de très haut niveau et études. Et en parallèle, j'avais fait un master en finance là-bas. Du coup, quand je suis rentré en France, le monde de la banque est venu tout naturellement à moi, puisque je voulais trouver un job, en fait, qui me permette d'un côté de jouer au tennis et de l'autre de pouvoir travailler dans un métier qui me plaît. Du coup, je suis rentré à la Banque Populaire tout d'abord, puis au Crédit Agricole dans un deuxième temps, et j'ai vécu une carrière de 12 ans en banque où j'ai gravi tous les échelons, en fait, en partant de simples guichetiers, comme on disait à l'époque, où j'aidais les gens à faire des virements tout simplement, et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir formateur de banquier. Donc, j'ai été formateur de banquier pendant un peu plus de 3 ans au Crédit Agricole et j'ai formé un peu plus de 300 banquiers sur 4 départements différents. Et du coup, c'était vraiment chouette. C'était un métier qui m'a vraiment fait vibrer parce qu'on abordait tous les sujets de la banque. Mais vu que je m'étais pris de passion entre-temps pour le financement immobilier, depuis 2017 exactement, j'en ai fait un petit peu ma spécialité. Et du coup, j'ai essayé de former les banquiers, de casser les codes du banquier classique pour aller aider les clients et des investisseurs à se faire financer. Donc du coup, j'ai formé un peu plus de 300 banquiers au financement immobilier notamment. Ok, très clair. Là, aujourd'hui, tu es sorti du monde de la banque. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui, justement, et qu'est-ce qui anime ton quotidien un peu ? Ouais, bien sûr. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, on travaille ensemble avec Julien. Donc, c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Donc, j'ai décidé en fait de quitter la banque il y a un peu plus d'1 an maintenant. Non pas parce que j'aimais plus ce que je faisais, mais j'étais plus tout simplement aligné avec les valeurs et du salariat en France et de ma boîte en particulier. Donc, j'ai décidé de prendre mon envol. Donc, du coup, j'ai une double activité aujourd'hui, sachant que 90% de mon activité, c'est avec toi, Julien, avec Artae. Le but, ceux qui ne connaissent pas Artae, c'est très simple. En fait, on accompagne les investisseurs sur des investissements clés en main dans nos régions, puisqu'on maîtrise nos marchés. Donc, on aide les gens à investir de manière sereine avec nous, à nos côtés. On trouve les biens, on fait les travaux, et puis on envoie. Donc, moi, mon quotidien aujourd'hui, je me régale absolument parce que je suis tout le temps sur le terrain avec nos clients, avec Artae, et puis du coup, à tes côtés. Donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager ça ensemble. Ça fait un moment qu'on se connaît et du coup ça ne fait que confirmer que je suis au bon endroit et que je me régale dans la vie de tous les jours. Écoute, je partage totalement ce que tu dis parce que c'est, je pense, on est assez aligné sur plein de choses, tu vois, la manière de faire, en tout cas la qualité de service qu'on a envie de rendre aussi à nos clients, etc. Je trouve que c'est vachement important et c'est dans les valeurs d'Artae aussi, tu vois, cette excellence qu'on a envie de démontrer. Exactement. Et on a un gros capital confiance de la part de nos clients. Et effectivement, c'est intéressant que tu partages aussi ces valeurs-là et c'est pour ça que ça matche bien. Et puis, on peut dire aussi que voilà, et c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui, tu es l'expert financement de l'équipe.
Donc, tu es l'expert financement dans l'équipe Artae. Donc, à chaque fois qu'on a une problématique de financement ou autre, c'est vrai qu'on peut aussi te consulter et que les autres, on va dire, porteurs de projets pour des clients Artae peuvent aussi te consulter. Et on est une équipe assez complémentaire sur pas mal de sujets. Voilà. Exactement. Et du coup, alors, expert financement, je ne sais pas si on ira jusque-là, mais effectivement, il y a beaucoup de gens, de clients qui se réfèrent à moi, même sur les réseaux sociaux aujourd'hui. J'ai une belle communauté de près de 15 000 abonnés. Donc, du coup, effectivement, j'ai beaucoup de demandes à ce sujet. Je trouve que c'est un sujet qui matche parfaitement avec notre activité au quotidien. Donc, j'ai dit 90% de mon activité, c'est Artae. 10%, j'ai une formation justement pour ne pas jeter mes 12 ans de compétences de banquier à la poubelle. J'ai créé une formation dédiée au financement, donc ça c'est intéressant aussi. Et les deux matchent super bien, et c'était pas du tout le but à la base quand je suis rentré avec toi chez Artae. Et je me rends compte qu'en fait, il y a vraiment du sens, il y a une espèce de lien entre les deux. Et du coup, effectivement, nos clients sont satisfaits. Et ça, c'est le plus important pour moi. J'ai envie de me regarder dans la glace vraiment sereinement le soir en me disant j'ai fait du bon boulot. Et voilà, les clients nous le rendent bien, donc c'est cool. Et puis la partie financement, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, on va y venir. Mais cette année 2024-2025, pour moi, il faut trouver les biens, mais aussi les faire financer. Et c'est pour ça que je suis là. Ouais, c'est toujours le nerf de la guerre, hein. De toute façon, dans l'investissement locatif et pour les investisseurs locatifs, c'est toujours le nerf de la guerre de se faire financer un bien. En soi, trouver un bien, c'est complexe, ça demande du temps, du réseau et autres, mais j'ai envie de dire, tu peux trouver un bien sans arriver à l'acheter. Quand tu as la capacité d'acheter des biens, les trouver, c'est plus facile. Je trouve que dans l'autre sens, c'est plus facile. Ouais, effectivement, carrément. se faire financer quand soit tu es un peu ric-rac, soit tu n'as pas trop d'apport, soit tu n'es pas à l'aise avec ça, ou tu as ton taux d'endettement qui est déjà trop élevé, ou tu n'as pas les bonnes mécaniques et les bonnes techniques aussi, hein, pour déjà vendre son projet, et puis aussi éventuellement se structurer pour ça. Ça peut être assez casse-gueule. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire un épisode qu'on a déjà fait. On va parler de financement, mais que le financement, en fait, c'est un sujet d'actualité. Donc, on a tout le temps des choses à dire qui sont différentes. Donc, tu vois, toi, tu t'es représenté et tu es toujours le même homme. Voilà, même si tu as évolué dans ta perspective professionnelle et tout ça par rapport à quand on s'était fait le premier épisode ensemble. Tout à fait. Mais malgré tout, le financement, lui, a encore évolué aussi, évolue chaque jour, du fait notamment des taux, du fait des restrictions, des conditions, de plein de choses en fait, et de la dynamique d'un marché immobilier qui est quand même assez en deçà aujourd'hui, hein, de ce qu'il était l'année dernière et encore plus l'année d'avant, les années précédentes. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ? C'est quoi le feeling, toi ? Qu'est-ce que tu ressens ? Alors, plutôt des bonnes vibes pour le coup, et ça c'est... Comme dirait Tony Parker dans Qui va être mon associé. C'est vrai, il dit bonnes vibes aussi. Toi, t'as de bonnes vibes. Ok, là, c'est peut-être mon côté américain du coup qui ressort. Ouais, des bonnes vibes parce que les choses sont en train de bouger et tant mieux. Ça a été assez figé, tu le sais, pendant un peu plus de 2 ans avec les normes du Haut Conseil de stabilité financière qui nous pesaient très fortement, nous investisseurs et nos clients du coup par la même occasion. Moi, j'ai gardé énormément de très bons contacts avec des gens dans la banque, dans plusieurs banques d'ailleurs. Et du coup, il y a plein de choses qui reviennent au goût du jour. Je pense que les banques sont clairement en train de réouvrir les vannes sur ce début d'année 2024 parce que clairement, il faut refaire partir l'économie et la croissance du pays. Et pour ça, on a besoin de financer les gens, que ce soit sur de la résidence principale ou de l'investissement locatif. C'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Les banques sont en train de réouvrir. Et on se rend compte que, alors oui, il y a de la demande sur des résidences principales. Oui, les taux sont toujours très hauts. Mais clairement, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que sur le locatif, c'est la partie qui nous intéresse le plus, il n'y a pas de demande. Il n'y en a pas du tout. Donc les banques sont enclins à réouvrir le financement sur ces sujets. On arrive, on y reviendra tout à l'heure, à aller chercher des durées longues, au moins aussi longues que celles qu'elles étaient avant. Donc le 20 ans en locatif redevient une normalité, je dirais, et le 25 ans commence à revenir au goût du jour. On le voit au jour le jour, nous, avec nos clients Artae aussi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, clairement. Après, les conditions de financement aujourd'hui sont un peu plus drastiques que ce qu'elles étaient il y a 3, 4, 5 ans. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, le game changer, c'est qu'il y a l'humain ne suffit plus. L'humain est au centre des préoccupations, à la banque également, mais ça suffit plus. Aujourd'hui, les chiffres doivent correspondre parfaitement avec une capacité d'endettement qui est en face, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a 4, 5 ans, 6 ans, j'exagère, mais tu l'as vécu en même temps que moi, 2017, 2018, c'était en gros, je tape dans la main de mon banquier, je viens chercher 250 000 et puis à bientôt pour un autre projet. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est-à-dire que l'humain reste très important et on y reviendra. Et moi, dans mon parcours, j'y reviens aussi à chaque fois avec les personnes que j'accompagne. Mais au-delà de ça, au-delà de l'humain, il va falloir être très professionnel et se professionnaliser dans la manière dont on va parler à notre banquier pour le convaincre, pour aller chercher un financement, mais un financement optimisé également. Ok, ça semble assez clair pour moi. Moi, j'aimerais bien parler de taux là rapidement, tu vois, c'est parce que les gens sont souvent obsédés par le taux, tu vois, Ouais. et essaient de
voilà, de toujours négocier. On le voit d'ailleurs dans les clients qu'on accompagne, même si nous, on les oriente vers des partenaires financiers qu'on peut avoir, etc., au sein du groupe. Du coup, lui dit oui, mais je vais aller challenger ça. Est-ce que tu crois qu'il faut prendre un courtier, nanani, parce qu'il peut avoir un bon taux? Bon, moi, mon discours, il est assez clair là-dessus. Hein, tu le connais. Je pense que c'est le même que le tien. C'est que le taux, c'est pas un sujet. Exactement. Voilà, ça reste. Quand on se parle de 0,2, 0,3 de différence sur 25 ans, bon, on parle de 15 euros par mois, quoi. Voilà, alors ça fait une somme, hein, sur 25 ans, mais déjà, le bien, on le garde jamais 25 ans. C'est assez rare quand même. On en habite toujours plus tôt. Et puis, c'est pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est que ce soit facilitant pour ce projet, mais aussi pour plusieurs projets derrière et qu'on ait un bon feeling parce que tout est question d'interlocuteur. Mais si quand même on se focalise sur le taux. Aujourd'hui, on se parle de quoi là? Là, on est quoi? On est début mars. Ouais. 20 ans, 25 ans, ça donne quoi aujourd'hui les taux? Alors, encore une fois, moi j'ai exactement la même vision que toi. Hein. J'aime pas parler de taux uniquement, je préfère parler de coût total de crédit parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse, même quand on est investisseur et quand on emprunte de l'argent. Mais en termes de taux, aujourd'hui, sur 20 ans, on arrive à trouver des prêts en dessous de 4%, donc ça c'est bien. Plutôt 3,85, 3,90 par là. Et sur du 25, on est entre 4,05 et 4,20, voilà, à peu près. Donc ça a déjà bien baissé là, ces derniers mois parce qu'on était plutôt à 4,50, 4,60, 4,70 sur 25 ans. Ouais, c'est ça. Okay. Ça commence ça a diminué. Là, on est plutôt sur une stabilisation des taux. Il n'y a pas de tendance, avec les personnes avec qui je discute au jour le jour, ils ne voient pas de tendance baissière ni haussière. Et on est plutôt sur une stabilisation et je pense elle va durer pendant au moins un an. Et je pense que les taux vont revenir à la baisse un petit peu pour espérer aller chercher des prêts en dessous de 4% sur 25 ans d'ici un an à 18 mois. Quoi. Ok. Donc quand on parle de taux, souvent on parle de taux nominal, qui est le taux du coup de l'argent, du crédit qu'on paye. Et après, il y a l'assurance emprunteur. C'est un sujet aussi que les gens omettent souvent. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo justement sur l'assurance emprunteur? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur le marché et qu'est-ce qu'il faut regarder? Ouais, alors c'est une très très bonne question que j'ai jamais d'ailleurs, donc merci de me la poser parce qu'elle est très pertinente et pour moi elle est très importante en fait parce que une assurance décès emprunteur, vulgairement parlant l'ADE, assurance décès emprunteur, il y a plein de choses à regarder dedans et ça peut coûter du simple au double sur un emprunteur en fonction du prêt qu'il fait. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que moi je prône vraiment l'assurance à 100% sur chaque tête, ça veut dire que si vous empruntez en couple, je prône vraiment l'assurance à 200% même sur un prêt en locatif parce que dans ma vie de banquier, j'ai vu des choses qui étaient sympas comme des mariages, des gens qui s'installent, etc. Mais j'ai aussi vu des choses dramatiques comme des décès, des gens qui divorcent, etc. Donc quand on a un accident dans la vie, il vaut mieux être bien couvert et pour le coup, ça sert à ça. Du coup, l'assurance décès emprunteur, elle se compose en plusieurs parties. Donc il y a la partie décès et PTIA, donc perte totale et irréversible d'autonomie. Ça, on parle de tous les prêts. Donc que ce soit de la résidence principale ou du locatif, partie décès, partie perte totale et irréversible d'autonomie. Bon, partie décès, du coup, le prêt est remboursé en une fois par l'organisme financier. Partie perte totale et irréversible d'autonomie, à partir du moment où vous ne pouvez plus subvenir à vos besoins, c'est la compagnie d'assurance de la banque qui va venir prendre en charge les mensualités de votre prêt. Si on parle résidence principale en 2 secondes, il y a une autre partie qui est indispensable à ce niveau-là, c'est l'ITT. Incapacité temporaire totale qui va venir en cas d'incapacité de travail en fait, venir prendre également jusqu'à 36 mois l'échéance de prêt avec un délai de franchise, une carence de 90 jours. Il y a des banques qui le pratiquent sur le locatif, je trouve ça dommage dans la mesure où ça coûte cher et en plus de ça, vous faites du locatif aujourd'hui, on fait du locatif aujourd'hui, c'est pas parce qu'il vous arrive quelque chose et que vous vous cassez la jambe que vous pouvez plus aller travailler, que le loyer ne va pas tomber puisque le locataire est dedans, donc il continue de payer son prêt. Donc moi, si j'ai une vigilance à donner à ceux qui nous écoutent, ça serait de regarder cette partie-là, uniquement la partie ITT, pour regarder qu'elle soit bien absente sur un prêt qui est pour de l'investissement locatif parce qu'elle coûte cher et en fait on s'en sert jamais puisque nos locataires nous payent l'échéance de prêt. Donc même si on peut pas aller travailler et qu'il se passe quelque chose, c'est pas très grave puisque c'est pas pour ça que les loyers arrêtent de tomber. Donc ça c'est une grosse vigilance. Ça c'est important effectivement de bien vérifier. Donc grosso modo ce qu'il faut retenir c'est assurance emprunteur, oui, obligatoire, mais juste décès, PTIA. D'ailleurs, on peut faire que décès même, je crois. Non, il n'y a pas d'assurances qui font que décès. Alors, en banque, ça sera très rare. J'ai jamais vu pour des compagnies de banque classiques, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, etc. Enfin, toutes les banques qu'on connaît. Peut-être qu'il y a des courtiers en assurance qui sont capables de faire ça, que le décès. Mais en général, c'est décès, PTIA. Ok, donc décès, PTIA, ça fait déjà une première économie. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve sur le marché de l'assurance emprunteur? Parce que j'ai l'impression que tu peux trouver
du simple au quintuple. Ouais, il faut faire attention là aussi. 99% des banques aujourd'hui ont des très bonnes garanties sur les contrats d'assurance, par contre sont souvent très chers. On est sur des assurances quand on parle donc quand on va faire son prêt à la banque, on est sur des assurances qui sont sur le capital initial, c'est-à-dire que vous faites un prêt sur 240 mois, 20 ans, vous allez payer, j'en sais rien, 100 € par mois d'assurance décès emprunteur. Cette cotisation ne va pas changer du 1er au 240e mois, ça sera toujours 100 €. Donc ça, c'est une assurance capital initial, donc elle coûte très cher finalement si on garde le prêt 20 ans, ce qui est rarement le cas, tu l'as dit. On arrive à trouver des choses aussi qui sont intéressantes. Par contre, je vais mettre des guillemets à ce que je dis. Il faut faire attention aussi. Ce sont les assurances décès emprunteur sur le capital restendu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cotisation assurance décès emprunteur va diminuer au fur et à mesure que le capital de notre prêt diminue. Donc ça peut être très intéressant. Par contre, attention, les compagnies qui font ça sont assez filoutes. Et les tarifs de ces assurances décès emprunteurs sur le capital restendu sont très chers sur les premières années du prêt. C'est-à-dire que nous, on fait de l'investissement locatif, on le sait toi comme moi, on aime bien arbitrer notre patrimoine au bout de 5, 6, 7, 8 ans. Voilà. Attention, parce que sur les 8-10 premières années, en général, elles sont bien plus chères que les assurances bancaires et c'est après que ça diminue fortement. Donc voilà, il faut faire un petit peu une étude de marché, facile à faire hein, sur Internet. Aujourd'hui, on trouve des informations qui sont très pertinentes et aller choisir l'assurance des emprunteurs qui nous convient. C'est le même principe que les intérêts. Hein. Quand tu prends un crédit, effectivement, tes intérêts sont très élevés au début parce que le capital restendu est élevé au début et puis plus il diminue et plus tu as d'intérêt puisque c'est proportionnel. C'est exactement ça. Donc voilà. Ok, très, très clair à savoir. Est-ce que les banques aujourd'hui sont quand même assez ouvertes à ce que tu puisses déléguer cette assurance emprunteur à, je sais pas moi, à Allianz, tu vois, un Generali, des spécialistes de l'assurance qui ne sont pas des banques? Alors c'est pareil, une très bonne question. Pour moi, alors il y a des perspectives d'aller se faire financer avec une délégation d'assurance. C'est rare que ça reste en agence, la délégation du dossier pour le coup. Si l'investisseur qui est en face veut aller chercher une assurance externe pour ses propres choix, on peut faire une demande de délégation d'assurance, mais la banque se laisse le droit de le refuser. En tout cas, la délégation, en général, disparaît de l'agence. Donc, moi, ce que je conseille, et comme je le disais tout à l'heure, attention aux assurances externes avec des coûts qui sont très forts au début et plus faibles à la fin. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, c'est peut-être quand même au début, surtout si c'est les premiers investissements, d'avoir la confiance du banquier, de garder cette relation gagnant-gagnant et de bâtir cette relation de confiance pour le long terme, pour pouvoir travailler avec lui sur d'autres projets derrière et du coup rester avec une délégation en interne à l'agence, avec une assurance qui certes est chère, mais avec des garanties qui sont top, on va pas se le cacher, pour avoir déjà eu le cas et l'avoir fait marcher, même personnellement, c'est des très bonnes garanties. Et après, peut-être en fin de prêt, peut-être basculer, puisqu'on peut aujourd'hui changer d'assurance décès emprunteur à tout moment. Donc ça, c'est hyper intéressant et on n'est pas marié avec sa banque. C'est-à-dire que moi, si j'ai un conseil à vous donner, vous empruntez avec votre banque et derrière, dans le temps, en fonction des relations que vous avez, si ça perdure pas, vous laissez le choix d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, tout simplement. Après, c'est vrai que je l'ai constaté là sur ces, on va dire, 6-7 dernières années. J'ai l'impression que les banques ont fait aussi beaucoup d'efforts quand même sur tout ce qui est assurance emprunteur groupe et qu'aujourd'hui, elles arrivent quand même au sein de leur groupe à avoir des assurances qui sont assez compétitives et qui peuvent rivaliser quand même avec des assureurs. Alors, prends un exemple, tu vois, avant, tu arrivais dans une banque, ton assurance emprunteur, grosso modo, tu étais à 0,40, 0,45, ce qui est quand même conséquent, tu vois. Cher. Quand tu avais un taux à 1%, ça te fait ton crédit, au final, ton TAEG, il est 50% plus cher que ton taux nominal. Quoi, c'est pour ça que je disais au tout début, là, il y a 3 minutes, regardez votre coût total de crédit plutôt que votre taux d'emprunt. C'est ça. Donc là, ça pesait énormément. Et finalement, elles voyaient toutes leurs clients partir et aller déléguer des assurances ailleurs. Là, moi, j'ai l'impression que maintenant, elles sont capables... Alors, par défaut, elles vont peut-être essayer de te la caler, mais tu vois, dans un second temps, si tu juste te dis, tu commences à leur parler de délégation, ah, mais attendez, dans le groupe, on a plusieurs solutions, etc. Et là, tu arrives à du 0,20, là où si tu délègues en full, tu vas être à du 0,10 peut-être, tu vois. Alors, très juste, et tu vois, j'avais pas pensé à le dire, mais quelque chose de très important qu'on peut négocier aussi au moment de faire un crédit immobilier. Alors moi, je suis contre le fait de négocier tout ce qui est frais de dossier, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dénigre le travail du banquier. Donc moi, je dis niet, on ne négocie jamais ça. Enfin, quand vous allez chez le boulanger, c'est intéressant. Quand vous allez chez le boulanger, par défaut, vous payez votre baguette. Donc quand vous allez chez votre banquier, vous payez votre banquier, c'est normal. Par contre, truc très important, et c'est très bien qu'on parle d'assurance en ce début de podcast,
on a tout à fait la possibilité de demander une dérogation de taux sur la partie assurance. Et chaque directeur d'agence a une délégation pour aller diminuer, alors pas de beaucoup, mais ça peut aller jusqu'à 20% quand même du tarif assurance des emprunteurs sur cette partie-là. Et du coup, 20% sur 100 euros, ça fait 20 euros. Et si vous multipliez par le nombre de mois que vous allez garder votre prêt, ça fait une belle économie. Donc ça, vous pouvez très bien jouer là-dessus. Plutôt que de demander une délégation d'assurance, d'aller chercher une dérogation sur le coût de l'assurance des emprunteurs. Ok, bon tips, ça c'est bien. Ok. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Donc là, on a parlé du taux, des assurances emprunteurs. Qu'est-ce qu'on peut se dire maintenant sur le fameux taux d'endettement? Où on en est? Est-ce qu'on est toujours à ces 35%? Est-ce qu'on peut y déroger? Voilà, et je pose des questions comme ça parce que j'ai peur d'oublier, mais et après on parlera aussi d'apport, qui est le nerf de la guerre. En fait, c'est souvent j'ai un taux d'endettement trop élevé, comment je fais? Et je veux emprunter, mais j'ai pas d'apport. Et j'ai vu dans une formation à la con de trucs machin à la con que je pouvais emprunter sans apport et devenir le roi du pétrole. Ouais, si on en parle à midi, voilà. C'est exactement ça. Du coup, en termes de qu'est-ce qu'on disait? En termes de taux d'endettement, ça n'a pas changé. On est toujours sur 35%. Par contre, j'en parlerai tout à l'heure, mais hyper important, il y a quand même des choses qui ont changé au niveau du Haut Conseil de stabilité financière. Ils se sont réunis une dernière fois en 2023, ça devait être le 4 ou 5 décembre. Je me rappelle, j'étais à Paris. Du coup, j'étais attentif à ce qui se disait parce qu'il y a quand même des nouvelles choses qui arrivent sur 2024. Je ne m'attendais pas forcément à ce que le taux d'effort diminue. Ça n'a pas diminué, ils sont pas cons. Je pense qu'ils le maintiennent à ce niveau-là pour leurs raisons. Donc le taux d'effort, comment on le calcule? C'est très simple, ce sont les charges divisées par les revenus. Quand je parle de charges, je parle de charges de prêt, donc on va prendre à 100%, et les prêts en cours et les prêts futurs. Si vous êtes locataire de votre résidence principale, c'est une charge fixe, donc on prend le loyer aussi. Ça, c'est les charges. L'impôt sur le revenu également, qui rentre dans la partie charge, et toutes les charges fixes qui peuvent apparaître, telles qu'une pension alimentaire par exemple. On va diviser ça par les revenus, donc revenus du travail, salaire x12 ou x13 s'il y a un 13e mois. Tout ce qui est prime d'intéressement, participation, tout ça, on enlève, les banquiers ne le prennent pas en compte, bien que les trucs sont en train de changer à ce niveau-là, et je sais qu'à côté de chez moi, la Banque Populaire prend 50% en compte de l'intéressement participation. Ouais, il y a quand même pas mal, je pense, de banques qui pondèrent un peu le truc, effectivement. Parce que quand tu as un commercial avec un package à 100K, dont 50K d'incentive sur des objectifs, c'est quand même effectivement... Après, chaque profession est un peu particulière, mais je sais que jusqu'à l'an dernier, il y a 2 ans, à la banque, quand on était banquier, ils ne prenaient même pas en compte un centime d'intéressement participation. C'est en train de changer, tant mieux. Donc, vous faites le ratio charge sur revenu. Pareil, dans les charges, vous prenez bien sûr la mensualité assurance des emprunteurs dedans. Et ça va vous donner votre taux d'effort, en fait. Et c'est celui-là que les banques regardent aujourd'hui. Donc, ça n'a pas changé 35%, sachant que... taux d'effort, taux d'endettement, c'est pareil? Alors, presque. C'est presque la même chose, sauf que le taux d'effort est un peu plus pénible et un peu plus touchy pour les gens, parce que, justement, je parle d'assurance des emprunteurs. Sur un taux d'endettement, par exemple, l'assurance des emprunteurs sort. Okay. Là, on y est dedans. Et même sur le futur prêt. Donc, voilà, c'est un peu plus poussif, je dirais, mais voilà, c'est encore une fois, les banques se protègent, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, 35%. Chaque banque a la possibilité de déroger à hauteur de 20% des dossiers. Alors, je vous vois venir, et tout le monde le sait, dans les 20%, il y a 70% qui sont dédiés à la résidence principale et 30% qui sont dédiés à autre chose, donc l'investissement locatif. Mais ça laisse quand même 30% de 20% pour aller faire ce qu'on veut sur une banque. Donc aujourd'hui... 6% au global, quoi. Ouais, 6-7%, c'est ça. Donc ça laisse cette possibilité-là. Aujourd'hui, c'est un des changements majeurs sur le HCSF 2024. Ils ont dit, si on a un afflux de dossiers qui va au-delà de ces 20%, pas de problème, on laisse la délégation aux banques, la dérogation aux banques de choisir si oui ou non on y va, à condition que ces 20% restent la norme sur une année complète. Voilà. Donc s'il y a des afflux de prêts, j'en sais rien, en début d'année, février et mars, ce qui est pour l'instant pas le cas, hein, j'ai eu des informations très récemment, mais en tout cas si ça venait à être le cas et qu'il y avait un regain massif de l'investissement locatif avec des dossiers qui soient au-delà des 35% d'endettement, les banques auront le droit d'aller au-delà, chose qui était impossible l'année dernière. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Ok. Donc ça, c'est pour le taux d'effort. On se rend compte aussi qu'il y a une chose qui est très intéressante, et j'ai eu l'information cette semaine. Les banquiers qui ont des dossiers au-delà de 35% de taux d'effort, 37, 38, jusqu'à 40 dans certaines banques, restent en délégation agence et reviennent en délégation agence. Et ça, c'est exceptionnel. C'est un gros changement également. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure en début d'enregistrement. Il n'y a pas de demande en locatif aujourd'hui, mais vraiment pas du tout. Je crois qu'il y a eu 5 ou 6 dossiers sur les 4 départements dans lesquels je travaillais sur les derniers mois. Donc c'est que dalle. Ah ouais.
Donc pour pallier à ça, justement, si on a des dossiers qui sont un peu complexes et qui partiraient normalement au marché des particuliers ou même au-delà en direction de crédit en comité, les banquiers ont dit c'est bon, on relaisse la délégation aux agences, ils savent comment on bosse, donc du coup, même si on est à 37, 38, 39% de taux d'effort, on laisse la délégation à l'agence de prendre la décision. Donc ça, c'est quand même juste une très bonne nouvelle. Ouais, très intéressant. Ce qui n'était pas le cas. Très intéressant parce qu'on sait que ce pouvoir de délégation, il est quand même important. Il fait gagner beaucoup de temps. Il rassure aussi. Ça veut dire que tu pourrais avoir un accord de principe très tôt dans ton process, sans avoir trouvé encore le bien, etc. Mais déjà, quelqu'un qui, au moins, s'il te donne sa parole, il a derrière aussi le pouvoir de le faire, à condition que tu lui aies donné les bonnes informations, évidemment. Exactement. Mais moi, je pense que la transparence est quelque chose qui est très importante quand vous allez voir votre banquier aujourd'hui sur un entretien. Quand je parle de transparence, ça va dans les deux sens. Ça veut dire que vous devez être transparent avec lui et ne rien lui cacher sur les prêts que vous avez en cours, par exemple, ailleurs. Mais lui doit être transparent avec vous sur comment ça fonctionne. Et moi, je dis aux gens que j'accompagne aujourd'hui, c'est un tip que je vais vous donner. N'hésitez pas à parler de la délégation du banquier. Chaque banquier a une grille de délégation. Donc aujourd'hui, les grilles de délégation ont été modifiées dans certaines banques en disant que les prêts restent en délégation au niveau des agences. N'hésitez pas, demain, si vous avez un projet immobilier, à aller voir votre banquier et à lui dire « j'aimerais bien qu'on discute de la délégation et est-ce qu'éventuellement tu peux me montrer cette grille ?» Et à partir du moment où c'est OK et vous savez que c'est lui qui a la délégation, là, c'est clair, c'est une excellente nouvelle, comme tu dis, parce qu'on peut avoir un accord de principe relativement tôt. Et je pense à nos clients, à mes clients chez Artae. C'est super parce que du coup, ils peuvent être complètement rassurés à ce niveau-là, chose qui n'était pas forcément le cas il y a un an. Ouais, très intéressant ça aussi. Je pense qu'il ne faut pas hésiter quand on est devant son interlocuteur bancaire à montrer qu'on sait comment ça fonctionne aussi. Et sans, évidemment, le but, c'est pas d'aller leur expliquer à eux comment ça fonctionne, mais c'est juste de montrer qu'on comprend, qu'on peut parler le même langage aussi, peut-être, et puis poser les questions de manière transparente et voir si ton interlocuteur est prêt à faire ça aussi. Est-ce qu'il est ouvert à te partager ça, parce qu'il y a des gens, ils vont faire, ils vont fermer les portes de suite. Non, ça c'est mon jardin secret, je veux pas, c'est confidentiel, machin. Puis tu as peut-être des banquiers qui seront plus ouverts, en tout cas, à partager ça avec toi. Exactement, il faut en fait, tout est une question de posture. Moi, c'est mon job aujourd'hui avec mes clients que j'accompagne aussi. C'est mon job d'aller apporter ce petit plus et de savoir comment on parle à un banquier, comment on peut amener les choses de manière cool pour que chacun y trouve son compte et qu'on sache exactement où on va. Mais clairement, ouais, c'est ça. C'est le fait de se dire, je prends pas le banquier de haut. Par contre, encore une fois, je suis un pro, je sais comment ça se passe et ça multiplie les chances d'avoir son financement parce que le banquier, il se dit attends, j'ai un mec en face de moi, il sait de quoi il parle, il a déjà investi, il me parle de manière très professionnelle, c'est pas un gars qui vient, qui me tape dans la main comme je disais tout à l'heure, qui me demande 200 ou 250 000 euros, il sait de quoi il parle, il sait où il va et du coup ça ouvre le champ des possibles, pas de manière infinie mais voilà, de manière sympa pour aller chercher du financement optimisé, quoi. Est-ce que tu as d'autres tips à nous partager justement sur comment mettre toutes ces chances de son côté pour se faire financer? Alors peut-être qu'on peut le faire de plusieurs manières. On peut peut-être partir du fait qu'aujourd'hui tu n'as pas de projet déjà et tu veux aller voir ton banquier et tu veux savoir si tu serais finançable sur tel ou tel projet. Est-ce que ça, c'est conseillé ou pas, ou est-ce qu'il vaut mieux y aller avec un projet? Ouais, moi je pense, il y a deux parties sur ce truc-là. Il y en a qui disent, vous pouvez aller voir pour aller chercher une capacité de financement. Je suis contre ça. Pourquoi? Parce que j'ai été banquier et pour moi c'est clairement une perte de temps. Un client qui vient savoir combien il peut emprunter sur combien de temps, ça prouve déjà un non-professionnalisme et connaît pas cette chose-là. Ouais, parce que franchement, le calcul est assez facile à faire. Hein. T'as pas besoin c'est très simple à faire. Vous prenez 35% de vos revenus, très simplement. Vous allez sur meilleurtaux.com, vous regardez avec la petite réglette sur 20 ans combien ça fait et vous avez le projet que vous avez en face. Donc pour moi, c'est une perte de temps et pour vous et pour le banquier parce que lui, c'est un rendez-vous qui perd où il pourrait optimiser son temps à faire autre chose. Par contre, des tips pour aller se faire financer, il y en a plein. Et aujourd'hui, je pense que si on est pro avec un bon business plan, alors c'est quoi un business plan? C'est un document en fait que moi je remets à mon banquier et c'est clairement le job du banquier qui est dedans, c'est mon octroi de prêt, il y a tout dedans en fait, ma présentation, il y a ma photo aussi avec ma femme, mon fils, il aime bien aussi avoir des émotions et savoir qui est-ce qui va financer, surtout si c'est pas lui qui signe le projet derrière. Donc il y a des photos de nous, il y a notre patrimoine immobilier, notre patrimoine financier très développé sur chaque projet, les projets qu'on a déjà réussi, ça rassure énormément de banquiers si vous avez déjà investi dans l'immobilier. Moi je mets des photos avant après en fait quand j'ai fait des travaux notamment, des appartements
appartes qui ont été transformés en location courte durée, les chiffres des appartements, comment ça tourne. Donc ça prouve au banquier que vous avez déjà du background un peu réussi en immobilier. Et bien sûr l'étude du projet. Donc pourquoi je viens de voir, quelle est la stratégie et pourquoi j'y vais comme ça en termes de fiscalité. Est-ce que j'y vais en société, est-ce que j'y vais en nom propre? Si j'y vais en société, pourquoi j'y vais en société? C'est pas parce que c'est la mode ou que le notaire m'a dit de faire une SCI, c'est pour telle et telle raison. Donc ça déjà, ça amène une preuve de compétence et de professionnalisme, ce qui est bien sûr là. Derrière, je vais également rajouter les contreparties. Ça, c'est un truc qui est souvent oublié. Mais le banquier, c'est aussi un commercial. Et lui, il a besoin de billes derrière pour pouvoir aller chercher du financement. Et souvent, il sort les rames pour vous vendre une assurance propriétaire non occupant ou des parts sociales ou des choses comme ça. Ben moi, j'ai envie de dire, faites ce job-là et détendez-le. Apportez-les lui sur un plateau d'argent. C'est-à-dire que dans votre dossier bancaire, vous lui dites ce que vous allez lui apporter. C'est de la relation gagnant-gagnant et vous lui dites, moi, je viens te voir pour un financement et je viens pas te voir que pour celui-là. Je viens te voir pour bâtir une relation de confiance qui va pouvoir se pérenniser sur le long terme. Et en plus de ça, je vais t'apporter ça, 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 ça et ça. Et là, du coup, le banquier, clairement, à partir du moment où les chiffres sont OK, bien sûr, si vous avez 70% de taux d'endettement, c'est ce que je dis à chaque personne que j'accompagne. Je ne suis pas magicien, je ne vais pas pouvoir vous inventer un projet de financement. Mais si les chiffres sont OK, ça roule. Il n'y a même plus de négo, puisque la négo, elle est faite, en fait. Et lui, ça lui permet de ranger sa cape de commercial qui est des fois assez malhabile, parce qu'au final, c'est pas son métier premier. En tout cas, je pense que les gens qui font des études pour travailler dans la banque ne font pas des études pour être commercial dans une banque. Et malheureusement, quand même, on en est là dans les objectifs aussi des banques aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup d'objectifs commerciaux. Ça reste du business, c'est une boîte, il faut la faire tourner. Mais en plus, des produits qui vont au-delà des produits financiers, bancaires, etc. On parle d'alarmes, de téléphonie, d'épargne, de téléphonie mobile, c'est ça. Internet, machin. Enfin, tu vois, ils ont tout à te vendre aujourd'hui. Bon, c'est vrai que je joue vachement le jeu. Tu vois, j'ai quand même plusieurs alarmes dans la banque, ma banque principale qui est le CIC. J'ai plusieurs alarmes chez eux, évidemment. Alors, j'ai eu des téléphones, mais malheureusement, ils travaillaient avec Bouygues, donc je captais pas partout, j'avais pas de 4G partout, donc voilà. Donc, après, encore une fois, je pense que tout est question de... T'as raison de faire ça, mais moi, je dis par contre, attention, n'allez pas prendre des trucs pour prendre des trucs. Il faut quand même... Enfin, moi, je pense qu'un bon banquier doit avoir une approche besoin et pas une approche produit, justement. L'approche besoin, c'est quoi? C'est t'es mon client, je fais un entretien de découverte avec toi, de quoi tu as besoin, en quoi puis-je t'aider? Et derrière toi, de quoi tu as besoin. Si tu as besoin d'un financement, on va l'étudier. C'est ton projet, on passe 90% du temps là-dessus. Moi, de quoi j'ai besoin, c'est peut-être de ça, ça, ça et ça. Mais toi, est-ce qu'aujourd'hui, si je te parle d'alarme, il y a des gens, ça ne va pas leur parler du tout. Par contre, une propriétaire non occupant, clairement, il faudra qu'ils en prennent une. Donc, jouer le jeu là-dessus. Et en plus de ça, si un banquier, il vous a financé un bien, il sait où il est, puisque c'est lui qui a le financement. Et s'il y a un problème derrière, il sera d'autant plus à même d'être très réactif sur une assurance propriétaire non occupant parce qu'il y a une échéance de prêt derrière. Donc pour moi, c'est la PNO, les revenus locatifs générés par le projet, c'est même pas une option, c'est le banquier direct, quoi. Voilà. Mais après, toujours cette approche besoin qui est hyper importante. Toi, tu avais besoin d'avoir une alarme parce que c'est peut-être sur une résidence principale, enfin, on n'en a jamais parlé. Mais voilà, n'allez pas prendre pour prendre, toujours qu'il y ait un besoin derrière. Bien sûr. Moi, après, je prends parce que j'ai besoin. Et d'ailleurs, c'est même pas eux qui me l'ont vendu, ni même le téléphone. C'est moi, j'avais envie de jouer le jeu aussi. Tu vois, je me suis dit, bon, de toute façon, le forfait, je le paye quand même, autant que plutôt que de le laisser à un SFR, un machin. Et pour le coup, je suppose que cette banque-là, on n'en a jamais parlé, mais le CIC, ça doit être un vrai partenaire. Clairement. Il t'accompagne, quoi. Clairement, c'est un vrai partenaire. C'est un partenaire qui finance aussi bon nombre de nos clients qui n'étaient pas vraiment finançables aussi, parce que des problématiques d'expat, de résidents fiscaux étrangers ou autres aussi, ça, c'est intéressant. Et puis pour nous aussi, c'est vrai que ça, c'est assez facilitant quand tu joues le jeu. Quand le mec il ouvre ton pédigré et que chez eux et que du coup il voit que tu as une bagnole, un scooter, une trottinette, un machin chez eux, que tu as en plus je sais pas, un crédit pour ta bagnole sur la boîte, plus l'alarme, plus tu vois, en fait, l'internet, le machin. T'as tout compris. T'as tout compris, tu vois. Et moi, il y a beaucoup d'élèves à moi sur ma formation qui me disent, mais Thibaut, moi, je suis à mon compte, j'ai pas 3 ans d'ancienneté, je peux pas me faire financer et tout. En fait, c'est du bullshit. Moi, j'ai un banquier qui est dans mon entourage, qui est devenu un pote, qui est pas au Crédit Agricole, avec qui j'ai financé 3 appartes en location courte durée. J'ai joué le jeu. Mon fils, il a 3 assurances vie là-bas. J'ai bunch d'assurances là-bas aussi, beaucoup. Et du coup, j'ai déjeuné avec lui il y a 1 mois. Il m'a dit, mais Thibaut, c'est bon. Enfin, il m'a dit, t'arrives à 12 mois, à 18, on y va, quoi. Oui. C'est juste la confiance qu'il y a derrière, ce qu'on a fait ensemble. Et encore une fois, même s'il n'y a pas que l'humain, il est quand même très important. Donc, on arrive à faire de très belles choses. Alors du coup, justement, est-ce que aujourd'hui la tendance, elle est, on va dire, plutôt facile pour se faire financer? Si oui,
combien on considère d'apport. Pour faire on va dire pour faire des réponses un peu bateau et macro, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui comme apport pour se faire financer sur un investissement locatif en termes de pourcentage? Ok. Alors, est-ce que ça devient plus facile de se faire financer? Oui, clairement. Par rapport à il y a 2 ans, oui. Par rapport aux 2 dernières années, oui. Ça commence à redevenir, voilà, on commence à réavoir des vannes qui se réouvrent et à avoir un souffle un petit peu pour avoir des banques qui disent oui de plus en plus. Donc ça, c'est bien. Sur des durées longues, comme on a dit, donc ça aussi, c'est bien. Il y a même des banques aujourd'hui qui ouvrent les vannes sur 27 ans, tu vois, chose qui était plus possible. On était vraiment sur du 25 tout compris. C'est-à-dire que même quelqu'un qui voulait faire une résidence principale aujourd'hui, quand on l'a construit, il faut quand même un an et demi pour la construire, on faisait des prêts sur 23 ans et 2 ans de différé, on arrivait à 25. Aujourd'hui, les banques reviennent sur du 25 plus 2, donc 27 ans. Nouveauté HCSF 2024, ça aussi, ça a été voté en décembre, donc plutôt une très bonne nouvelle. Après, l'apport, effectivement, aujourd'hui, c'est pas déconnant de mettre de l'apport sur un projet immobilier, et j'en parle à chaque fois, moi, que ce soit à mes clients à Artae ou mes élèves que j'accompagne, il faut mettre de l'apport. Pourquoi? Parce que déjà, les taux sont assez cher, donc il vaut mieux qu'il soit dans de la pierre, dans une belle voûte comme on est aujourd'hui, plutôt que sur un livret à la banque. Donc c'est pas déconnant de mettre de l'apport. Après, en termes de pourcentage, on reste sur des choses qui se font entre 8 et 10%. Tu vois, les frais de notaire, les frais bancaires. Si on apporte ça aujourd'hui, on est à peu près certain, si les chiffres sont OK avec ça, de se faire financer. Après, il y a quand même des choses, tu vois, s'il y a par exemple des crédits conso, un taux d'effort qui est un petit peu plus élevé que la normale ou quoi que ce soit, moi j'incite les gens que j'accompagne à ne pas mettre d'apport, mais à rembourser ces prêts-là et à faire ce deal avec le banquier en lui disant, voilà, aujourd'hui, j'ai 38% d'endettement parce que j'ai un prêt travaux, parce que j'ai un prêt voiture, parce que j'ai un prêt conso qui traîne. Moi, le deal que je fais avec toi, c'est tu me finances à 110%. Donc, en gros, je ne mets pas d'apport ou alors très peu. Mais par contre, je m'engage à rembourser ces prêts par anticipation en amont. Je trouve que c'est plus intelligent d'y aller comme ça et les banquiers sont sensibles à ça parce que du coup, il y a une dette passive qui s'enlève. Et même si on finance un bien sans trop d'apport, et ben derrière, on a un taux d'endettement qui est plus élevé et ça permet de pouvoir refaire des projets derrière sur le moyen terme. Donc, moi, j'incite les gens à faire ça. Mais après, 8% d'apport, frais de notaire, en général, c'est ce qui est demandé, quoi. Donc si je résume là, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu nous dis qu'il est plus simple de se faire financer que là, sur ces 2 dernières années, qu'il faut mettre de l'apport parce que de toute façon, voilà, un banquier demandera toujours les frais, etc. Et compte tenu du coût de l'argent, il faut aussi compenser avec de l'apport. Ouais. D'ailleurs, ce qu'on constate la majorité du temps, c'est qu'effectivement, le coût de l'argent étant quand même plus élevé en tout cas qu'il y a 2 ans ou 3 ans, ta variable d'ajustement, finalement, c'est l'apport si tu ne veux pas faire un gros effort d'épargne par mois selon la typologie du projet. Complètement. On sait que plus le projet est risqué, moins tu auras besoin de faire cet effort au départ parce que du coup, ton risque, tu vas le porter sur le temps. Et puis, si tu veux couper le risque, tu mets plus d'apport au départ et du coup, tu as moins de mensualité, donc moins de différentiel cash flow négatif chaque mois. Exactement. C'est une variable d'ajustement qui est non négociable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a plein de formateurs qui vont vous dire vous pouvez emprunter sur 30 ans sans apport, avec 3 ans de différé et faire du cash flow. Nous, on est dans le game pour le coup. Je veux dire, c'est notre métier au quotidien d'accompagner des gens qui sont motivés pour investir. On le voit, c'est des maths. Aujourd'hui, on ne peut pas faire 500 € de cash flow sur 25 ans sans apport, ça n'existe pas. Ouais. Et n'importe où qu'on achète, ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe plus. Il y a 4 ans, 5 ans, c'était possible parce qu'on avait des taux en dessous d'1%. Donc on pouvait faire des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est mort. Peut-être que ça sera le cas dans 5 ans, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, sur l'instant T, nous, on est dedans et je vous le garantis, c'est pas possible. Donc oui, mettre de l'apport. Moi, je trouve que c'est bien de mettre un peu d'apport sans se démunir de l'intégralité de son épargne si possible. Parce qu'il faut toujours pallier les coups durs qui peuvent se passer dans une vie de tous les jours. Mais mettre de l'apport, c'est clair qu'il est mieux dans un bel appart que dans un livret A, quoi. Tu peux nous parler de ta formation un peu, justement? Qu'est-ce qu'elle peut apporter aux gens? C'est cool. Ouais, bien sûr. Aux gens que tu accompagnes, quoi. Enfin, on parle d'élèves toujours. Ouais, ça fait un peu scolaire, mais j'aime pas trop ce terme-là. Les formateurs disent toujours mes élèves. Ok, voilà. C'était pas du tout prévu qu'on en parle, mais en deux mots, j'ai créé une formation qui s'appelle Infiltrer la banque. En gros, c'est 8 modules qui sont dédiés à l'intégralité sur le financement bancaire et uniquement sur le financement. Donc ça part très large avec le contexte économique en France, la BCE, les taux directeurs, etc., pour déjà poser un contexte. Et après, on descend sur toute la partie préparation d'un entretien bancaire. Comment est-ce que je monte un business plan? Après, on attaque les techniques de financement. Donc là, on est vraiment à l'intérieur d'une simulation de crédit pour voir ce qui se négocie, ce qui ne se négocie pas.
Qu'est-ce que je peux demander en termes de technique de financement pour diminuer de manière complètement légale un taux d'effort qui serait un petit peu élevé pour faire passer un dossier. Voilà, donc c'est vraiment très poussé. C'est uniquement sur le financement et il y a aussi du coaching avec moi derrière en face à face où on monte le dossier bancaire du client pour aller se faire financer derrière et j'ai des retours qui sont incroyables. Donc c'est vrai que je suis ravi de l'avoir fait. À la base, je l'ai fait juste pour me dire j'ai pas envie de mettre ces compétences par la fenêtre et j'ai que des bons retours, donc je suis très très satisfait aujourd'hui des gens qui ont souhaité me faire confiance. Bon, c'est chouette de pouvoir capitaliser sur effectivement ton expertise dans la banque, hein, on va dire d'infiltrer, c'est effectivement c'est toi l'infiltré finalement, et de pouvoir partager ça avec les gens qui ont des besoins en la matière. Et plus soi, comme on dit sur les vieux forums de geeks, t'as des bons retours, t'as des bons retours et c'est cool, on voit que les gens sont contents et tu leur donnes de la valeur, donc tu leur vends de la valeur, mais en même temps tout a de la valeur, donc c'est normal que toi aussi tu le monétises, hein, c'est évidemment. Là, on donne des conseils aussi gratuits, donc aux gens d'en profiter et puis d'en faire ce qu'ils veulent. Mais si vous voulez aller pousser, vous avez des problématiques plus spécifiques, vous pouvez contacter Thibaut directement, sur les réseaux sociaux notamment. Ouais, carrément. Sur Instagram, quasiment que là. Thibaut, une belle communauté. Thibaut Aimé, Thibaut avec un D et Aimé, A-I-M-E, vous me trouverez facilement. Ou alors contact@obtenirmonfinancement.fr, ça c'est mon adresse pro pour me joindre. Ok. Tu veux conclure sur un truc spécifique peut-être par rapport au financement ? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, il y a quelque chose qui est très important dont je n'ai pas parlé là. Troisième nouveauté HCSF 2024, celle-là, ayez-la bien en tête. Et je pense que c'est un gros tip que je vous donne ici aussi, mais qui est très important sur cette année là qui arrive. Au niveau du financement, pareil, dans les choses qui ont été déterminées et votées en décembre 2023 par le HCSF, s'il y a un problème d'humain, des fois c'est le cas, il y a un banquier en face de nous qui ne comprend pas notre projet, ou il y a un problème simplement d'humain et ça fonctionne pas. Ça m'est déjà arrivé moi à titre perso d'avoir un banquier qui me convenait pas, qui avait pas compris mon projet, etc. Souvent, j'ai trop de retours encore de gens qui me disent j'ai eu un non mais je sais pas pourquoi. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une grosse notion de transparence entre le banquier et l'investisseur ou la personne qui est en face qui vient chercher une résidence principale, peu importe. Il y a une grosse notion de transparence qui est là. Et pour moi, on n'a pas le droit de dire non à quelqu'un sans aucune justification. C'est quelque chose qui n'est pas entendable parce que derrière, on n'a pas de billes pour savoir si je faisais ça, est-ce que tu me financerais du coup ? Et du coup, ils sont passés à la vitesse supérieure à ce niveau-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le HCSF a dit, à partir de 2024, si vous présentez un dossier qui est refusé par une personne en agence, non seulement vous allez pouvoir le représenter dans la même agence, donc je crois que c'est dans les 3 mois après pour pouvoir le représenter, et s'il y a de nouveau un refus, ça ne sera pas la même personne qui vous le fera, il y aura une justification. Ça veut dire que chaque agence bancaire va être obligée de mettre à disposition un autre interlocuteur de l'agence pour aller étudier le dossier et l'accepter ou le refuser. Si vous avez un accord, magnifique, bravo à vous. Si vous avez un refus, vous aurez une justification de pourquoi ça a été refusé. Et du coup, ça va vous permettre de travailler les points d'effort sur le dossier de financement pour aller soit prospecter d'autres établissements financiers à côté si le projet est pressé, soit peut-être avoir un délai supplémentaire et se dire je reporte mon investissement à dans 6 mois, 1 an, quand cette chose-là ira mieux, pour pouvoir le représenter. Mais ça, c'est clairement un truc à pas négliger et je trouve que c'était très important pour moi de finir là-dessus. Et ça, c'est le cas quand c'est une décision agence. C'est-à-dire que si le dossier est passé en comité, par contre, là, en comité, normalement, il te donne un motif, non ? Ouais, alors déjà, en comité, il te donne un motif et tu ne pourras pas représenter un dossier en comité. Enfin, les dossiers comités, c'est des dossiers, pour ceux qui ne le savent pas, avec un énorme encours de prêt derrière. Enfin, énorme. Tout est relatif, c'est subjectif, mais avec des gros encours de prêt derrière. Par rapport à ta situation à toi, en tout cas, à chaque fois. Exactement. Je pense, alors, il n'y a pas eu de précision, c'est pas pour les dossiers agences. Ils ont dit, on est obligé de mettre un nouvel interlocuteur à disposition de l'investisseur ou de la personne qui est en face. Il n'y a pas de précision là-dessus, donc je préfère pas dire plutôt que de dire une bêtise, mais je vois pas comment un dossier comité pourrait être représenté dans les 3 mois. Ayant travaillé à la banque et sachant un peu comment ça se passe, c'est déjà un comité tous les mois et demi ou 2 mois avec un comité de direction qui se réunit sur statuer un crédit. S'il y a un refus à ce niveau-là, je pense pas que ce soit possible de le refaire passer. Je vois pas. Ok. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces infos. C'était très clair. On a fait, je pense, un bon tour de la situation actuelle, en tout cas des banques et de la relation au financement pour l'investisseur locatif. On ne parle pas des résidences principales, mais c'est aussi un sujet parce que oui, tout à fait. Finalement, on sait que le pouvoir d'achat sur la résidence principale a baissé du fait de l'augmentation des taux.
Et donc, si les gens veulent acheter plus cher, il faut qu'ils s'endettent un petit peu plus. En tout cas, un bien qui coûte le même prix qu'il y a un an, il faut qu'ils s'endettent un petit peu plus. Ouais, c'est clair. Ça va leur coûter plus cher. Donc voilà, on voit qu'il y a plus de flexibilité quand même aujourd'hui, que ça a ouvert un peu les vannes. Ouais, mais même pour discuter avec des agents IMO au jour le jour, dans notre activité, etc., c'est aussi nos partenaires. Et voilà, j'ai deux, trois bons potes qui sont agents immobiliers qui me disent que voilà, ils arrivent à re-rentrer du mandat, ça repart. Ils ressentent vraiment les good vibes dont je parlais tout à l'heure. On sent vraiment que voilà, il y a quand même une appétence, il y a le vent qui est un peu derrière nous là, qui nous pousse vers le haut. Et tant mieux du coup, parce que si on arrive à sortir de ça maintenant. Je veux dire, derrière, il n'y a plus de raison, à moins d'avoir, encore une fois, des situations qui sont complexes, et ça, c'est trop personnel, mais des situations, si on a des situations qui sont OK, il n'y a pas de raison pour ne pas aller se faire financer, quoi. On sent vraiment que voilà, il y a un regain d'énergie, et je pense que la croissance va repartir si le crédit immobilier repart. Et ça, ils en ont bien conscience, donc c'est cool. Bon, cool. Cette bonne dynamique, je pense qu'elle est bonne pour tout le monde. En tout cas, elle est bonne aussi pour toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous écoutent, puisque c'est des gens qui ont quand même une appétence à l'investissement immobilier. Donc allez-y, foncez, allez chercher vos financements. Si vous bloquez, vous ne savez pas comment faire, vous pouvez contacter Thibaut aussi et il vous aidera, soit via du coaching, soit via sa formation. Enfin, en tout cas, il vous aidera. C'est un expert en financement. Contactez Artae et contactez notre équipe en fait aussi si vous avez besoin de vous faire accompagner sur comment trouver un bien rentable, comment gérer les travaux, qui est le nerf de la guerre. Je vais faire des épisodes spécifiques là-dessus aussi. C'est très, très complexe à gérer les travaux. Les gens sous-estiment souvent cette partie-là. Et puis après, l'ameublement, la déco, l'exploitation du bien, comment tirer la meilleure substance aussi de cet investissement-là et comment mieux faire travailler votre apport. Donc contactez-nous aussi. Et la gestion locative aussi. La gestion locative aussi, c'est vrai. Voilà, je fais rarement de pub en dehors des petits sponsoring qu'on fait en début d'épisode. C'est toujours délicat de parler des choses, tu vois, qu'on fait nous. Ouais, mais j'ai envie de dire, à partir du moment, moi, j'ai pas honte d'en parler, au contraire, parce que moi, c'est toi qui as créé Artae, t'es le fondateur, et moi, je trouve que si la seule et unique raison pour laquelle je suis venu, c'est le business model et la personne qui est en face, c'est toi. À partir du moment où on est aligné avec ce qu'on fait, où on fait de belles choses et que les clients nous le rendent, je veux dire, il faut y aller. Donc, effectivement, clairement, si vous avez un projet dans le sud-ouest ou en région lyonnaise, c'est avec nous qu'il faut le faire parce qu'on est bon dans ce qu'on fait et qu'on a des super retours. Enfin, vous allez voir, tu vas voir le site d'Artae, il est bourré de commentaires et c'est des vrais commentaires pour le coup. Donc, voilà, il faut le faire. N'hésitez pas à venir vers nous. Vous avez un projet sur Toulouse, c'est Julien qui sera là. Et sur les régions limitrophes, ce sera moi. Et si c'est sur Lyon, ce sera Alex. Mais c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas. On fait des rendez-vous qui sont poussés pour nos clients. Ouais, c'est vrai. On passe du temps là-dessus, mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Donc, go. Bon, merci pour la promo. En tout cas, non, ça fait du bien quand tu l'entends d'une autre personne. Merci à tous aussi d'être là. J'espère que l'épisode vous a plu sur la partie financement. On vous retrouve dès dimanche pour une capsule, dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode aussi avec un invité tout aussi qualitatif que Thibaut. Mais on parlera pas de financement, on parlera certainement d'un autre sujet, très certainement. Et on refera de temps en temps avec Thibaut aussi des épisodes mis à jour un peu sur c'est quoi l'actualité du financement, comment on est en ce moment, est-ce que c'est le bon timing, pas le bon timing. Alors le bon timing, c'est toujours le bon timing pour investir, puisque quand on investit sur le long terme, c'est toujours le bon timing. Mais on essaiera de vous faire ces mises à jour assez souvent. Voilà. Nickel. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi de m'avoir accueilli dans ce magnifique studio et puis à très vite. Écoute, c'est un premier essai. Voilà, on va améliorer aussi la qualité, etc. petit à petit. Mais bon, voilà. Je suis très content de t'accueillir ici en tout cas. Merci. Ciao tout le monde. Merci à vous d'être là. Ciao.